Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, on parle du résultat du Bureau des audiences publiques. Ben là. Là. Oui, on va parler de ce résultat, en fait, ce rapport qui a été publié mercredi, qui fait état, entre autres, du projet de GNL Québec dans le coin du Saguenay. Ce projet qui suscite beaucoup d'intérêt de part et d'autre parce que, bon, il y a des gens qui sont pro-environnement, d'autres qui sont pro-économique, qui prennent le temps de se débattre et à la rigueur de se déchirer la chemise sur la place publique pour défendre leur position sur le projet. Donc, je voulais mentionner, entre autres, que je ne prends pas position sur le projet, c'est-à-dire, est-ce qu'on est plus environnement, est-ce que je suis plus environnement ou est-ce que je suis plus économique? L'objectif, c'est pas de parler du sujet de cette manière-là. Durant la première saison, j'ai abordé qu'est-ce que c'était le Bureau des audiences publiques, étant donné qu'il y avait une frénésie, une attention très particulière, notamment entourant ce projet-là. Et je trouvais ça important de démystifier qu'est-ce que c'était. Maintenant que le rapport est maintenant publié, disponible en ligne, vous pouvez aller le chercher, le lire pour des gens qui s'intéressent à ce genre de projet-là ou du moins qui s'intéressent à la théorie de projet. C'est intéressant à lire, c'est intéressant à consulter. Ce matin, dans l'émission La Gang à Deschaines, dans laquelle j'ai le privilège d'avoir une chronique hebdomadaire, dans le fond, le vendredi matin, aux alentours de 7h35, j'ai abordé le sujet de façon assez précise et avec un angle financier. Et j'ai ramené certains enjeux parce que je trouve que dans les commentaires qui se font entourant ce projet-là, je trouve que il y a beaucoup d'analystes ou du moins beaucoup de commentateurs qui vont arriver, qui vont parler de ce projet-là, mais ils ne parleront pas nécessairement des vraies affaires. Ils vont nous dire, oui, le résumé du fameux rapport qui est très intéressant à lire, mais en réalité, là, c'est quoi les fondements? Là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a alentour de ça? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un projet comme ça va être capable de voir le jour? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que le projet ne verra pas le jour? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le contenu de ma chronique de ce matin dans l'émission La Gang à Deschaines sur la station 92.5 CKJ, une station que j'aime bien collaborer. Alors, c'est l'épisode, en fait, c'est le contenu que je vous propose et je vais vous revenir par la suite. En passant, à la fin de la chronique, André, ce matin, il a diffusé, André Deschaines, qui est l'animateur, a diffusé une chanson faite par un animateur, c'est une parodie sur la situation. Alors, j'ai décidé de la conserver et de vous la présenter également. Alors, bien sûr, je vous invite à aller sur le site de ckj.org dans la section podcast. Et là, vous allez être capable d'avoir tout le contenu de la station. Et comme c'est une station dans laquelle je suis collaborateur, ça me fait plaisir de leur faire une petite plug dans mon podcast. Alors, sur ce, bonne écoute. Sujet d'actualité ou sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. La Gang à Deschaines présente Dans l'angle mort de Rochefort avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. Bon matin, Benoît. Salut les gars, ça va bien? Très bien. Oui, toi? En passant, là, je tiens à vous dire que en frais de coup de circuit pour les nouvelles municipales, en principe, là, vous êtes quand même les numéros 1, hein, parce que si on relate, je sais pas si vous vous souvenez, mais votre tollé que vous avez fait avec le sondage, là, avec M. Harvey hier, moi j'ai suivi l'évolution de la nouvelle, comment ça a été, comment ça a progressé. Vous avez su mettre une mire sur sur la station. Donc félicitations messieurs, parce que je pense que ça suscite beaucoup de discussions, notamment cette entrevue-là. Écoute, je pense que ça mérite d'être souligné, cette audace-là, parce qu'un peu comme André disait il y a quelques minutes, vous avez été cité dans l'ensemble des médias qui ont repris la nouvelle. Ouais. Donc, ça démontre une belle notoriété de la station. Donc, félicitations pour votre travail. Merci infiniment. Ce matin, André, quand tu m'as parlé de ton sujet, j'étais un peu surpris parce que ça a l'air, tu vas nous parler de GNL, mais dans un angle différent. Moi, je pensais qu'il y avait deux angles, pour ou contre. Il n'y avait pas de milieu. J'ai hâte de voir quel est cet angle différent. Mm-hmm.
Vous savez que j'ai fait des études en gestion de projet, j'enseigne dans ce domaine-là, et je me souviens d'avoir abordé un peu ce sujet-là, ça fait quelques mois de ça. Je pense que c'était durant la période des audiences, et là, je disais, il y a un élément qui est fondamental dans ce projet-là, c'est le financement. Et à la vue de ce qui s'est dit alentour du rapport du BAP, c'est encore le fer de lance de ce projet-là. Et je vous dirais, il y a des défis quand même assez importants là, à partir de maintenant pour que ce projet-là se réalise. Mais le premier, c'est vraiment le financement. Et dès le début, là, quand ils ont commencé puis qu'ils ont fait les études en 2014, notamment sur l'évaluation des marchés, l'évaluation de la demande, qui ont fait leurs tests, leurs études de préfaisabilité, déjà à ce moment-là, le financement était un enjeu important. Et c'est pas pour rien là, que ça a été long. Ça a été long, dans le fond, à cause que l'entreprise elle a mis du temps avant de soumettre le projet. Là. Avant de déclencher le processus, là, ils ont pris du temps. Et si on regarde un peu la courbe de croissance de ce projet-là à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a vu qu'en 2017-2018, il y a une courbe d'intérêt assez intéressante. Je me souviens, pendant la campagne électorale en 2018, on avait eu des présentations de ça. Là. Il y avait une gang là, qui était très, 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 très mobilisée pour présenter le projet. Et après ça, 2019, 2019 d'ailleurs, fin 2019, début 2020, Buffett est parti. Il a dit, OK, c'est assez, j'investis plus là-dedans. Là, ça a été un premier son de cloche assez important. Et pourquoi que je parle de financement, c'est que peu importe si vous êtes pour, peu importe si vous êtes contre, l'enjeu, c'est le financement. S'il n'y a pas de financement, il n'y en aura pas de projet. Et puis ça, là, tenons-nous, j'allais dire, j'ai scrappé ma phrase. Ça m'arrive, fais-toi-en pas. Enfargé. Donc, dans le fond, là, restons sur cette base-là parce que le financement, là, même à partir de 2014, là, le temps de ramasser les appuis pour être capable de pousser ce projet-là, ça demande du temps. En passant, là, je vais faire une parenthèse, notamment par rapport au financement des projets. Ouais. Tu sais, quand tu décolles ton projet initialement, là, et là que tu as fait tes analyses de marché, tu as fait ton analyse de faisabilité, là, quand tu es le promoteur, là, la chose que tu veux savoir, c'est ça va-tu être rentable ou pas? Puis ceux qui financent des projets en milliards, là, okay, ceux-là qui vont mettre de l'argent là-dedans, là, eux autres, ils veulent pas savoir si le projet il est bon ou s'il est pas bon. Eux autres, ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi, comment d'argent je vais faire quand je vais mettre de l'argent là-dedans. Puis tu sais, je veux pas être plate ce matin, là, mais c'est un enjeu financier. Donc, ces financiers-là, ils vont dire, c'est quoi la stabilité du marché? Ils vont prendre en considération plein d'éléments qui touchent l'aspect finance. Puis, je veux pas être trop lourd ce matin, là, je pourrais vous dire, ils vont faire une calcul de la VAN, donc la valeur actuelle nette du projet, puis si elle est positive, ils vont y aller. Je veux pas aller là-dedans. Mais chose certaine, c'est que dans leur calcul, à ce moment-là, les financiers avaient de la difficulté peut-être à trouver cette rentabilité-là. Aujourd'hui, là, la fenêtre d'opportunité, comme ils l'appellent, là, elle commence à s'effriter un peu, là, parce que la fameuse transition énergétique, là, il y a des choses de vraies là-dedans. Là. Tout le monde en parle, disait OK, faut accélérer cette transition-là, y aller vers des énergies renouvelables, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie des enjeux, puis que c'est pas juste au Québec. Là. Il y a d'autres pays qui se posent ces questions-là, puis qui aimeraient ça contribuer avec ce type d'énergie-là. Puis, je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Alors, si on regarde ça, là, ceux-là qui vont financer ce projet-là, ben eux autres, là, ils vont rentabiliser ça premièrement dans combien d'années? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et l'argent qu'ils vont mettre, est-ce que le marché va tenir suffisamment longtemps pour être capable d'y arriver? Et là, vous allez sûrement voir les lobbies, là, ça a déjà commencé à sortir, là, les lobbies pour justement, là, toutes les énergies fossiles vont sortir en disant le marché est quand même bon, ils l'ont pris de façon très rigoureuse, de ci, de ça. Ben, écoutez, j'aime autant, moi, dans une évaluation de marché qu'on soit plus sévère, puis que si les chiffres tiennent avec une évaluation de marché plus sévère, ça veut dire que le projet va pouvoir passer, puis le projet va pouvoir durer dans le temps. Et là, ça va minimiser le risque qui est rattaché alentour de ça. Donc, essentiellement, là, si je résume ce que je viens de vous dire, et sans être trop lourd non plus, c'est que la durée de temps
pour attacher le financement. Tu sais, ce genre de projet-là, on ne se le cachera pas, ça prend une dizaine d'années à attacher puis à faire tous les processus puis à commencer à dire qu'on va faire quelque chose. Quand on change une donne, OK, quand on change des éléments là qui bougent le calcul financier, le montage financier, ça premièrement, ça change les ratios de rentabilité, ça change les calculs financiers et aussi ça l'augmente ou ça diminue le risque qui est attaché à un projet. Fait que là, on parle pas d'un projet de 500 000, là. On parle d'un projet de milliards. OK? Et là, ça pourrait arriver que ça bouge juste d'1%, que ça soit plus difficile à financer. Parce que, dans le fond, le 1% sur tout le milliard, ça fait en sorte que le projet devient plus rentable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Et puis, on rajoute une couche là, à tout ça, là. Le contexte de pandémie. OK, la pandémie, là, c'est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. C'est pas au Québec, c'est pas au Canada, c'est mondial. Donc, ça se pourrait qu'actuellement, comme on le voit dans différents marchés, ça bouge. Hein? Il y a plein de marchés actuellement que soit que ça l'explose ou soit que ça plante. Alors là, cette instabilité-là, qu'est-ce que ça fait? Ça amène de l'insécurité. Ça amène des gens qui sont un peu plus frileux pour être capables de financer le projet. Donc, moi, ma lecture actuellement, en date du 26 mars, le premier défi là, de l'entreprise actuellement, là, c'est même pas le rapport du BAP, c'est le financement. Parce que le jour où ils vont avoir le financement, ils vont pouvoir s'attaquer, entre autres, aux autres éléments, notamment qui ont été soulignés en disant, il y a une absence d'acceptabilité sociale. Puis un des faits du rapport du BAP, c'est quoi? C'est qu'il y a une polarisation des deux positions. Donc là, je vous pose la question, les gars. Oui. Si je vous demande comment faire pour en fait dire, on va prendre les deux parties, là, ouais. Puis on va aller chercher l'acceptabilité sociale. Qu'est-ce que vous allez faire pour être capable de l'atteindre? L'acceptabilité, donner la preuve hors de tout doute que le projet n'est pas nocif pour l'environnement. Ça, c'est une des choses. OK. Après? Après, les gars, aidez-moi. C'est la première idée qui me vient en tête. C'est une campagne de relations publiques. Oui, aussi. Oui. Ça marche pas, ça, les gars. Les campagnes de relations publiques, là, ça fait 3 ans qu'ils sont là-dedans, dans les campagnes de relations publiques, puis ils sont pas capables de polariser, ils sont pas capables de ramener les gens à discuter ensemble. C'est ce que j'ai remarqué, ça. C'est ce que j'ai remarqué, Benoît, puis on en a parlé toute l'émission hier dans le retour, et de la façon que les gens appelaient, sont pas au courant du projet. Connaissent pas le projet. Ils peuvent pas parce que maintenant, les nouvelles, de la façon que ça fonctionne, c'est des algorithmes. Donc, si tu es d'une position, tu n'es attiré que par les articles qui confortent ta position. Ça fait qu'il y a pas... Difficilement, c'est pour ceux qui sont contre de lire puis de voir les opinions contraires, c'est difficile. Je vais te faire rire, Benoît. Je renchéris sur ce que Dominique vient de dire. Il appelle le monde pour des sondages, des fois, ici, dans la région, sur le projet, dans la région, puis les gens manquent d'informations. Imagine 1002 répondants à l'extérieur de la région avec le sondage léger qui savent même pas de quoi ils parlent. Mais tu sais, l'acceptabilité sociale, il faut voir ça aussi différemment parce que tu sais, c'est pas tous les sondages, c'est pas tout les actions de relations publiques. Ça, normalement, là, quand tu vas faire ça, c'est parce que tu veux informer la population, tu veux essayer d'aller chercher une certaine adhésion. Mais la réelle adhésion, c'est tu prends les opposants, là, les groupes crédibles qui s'opposent, tu prends les groupes crédibles en fait qui sont pour le projet, puis on s'assoit, puis on essaie de trouver un compromis. On essaie de s'assurer de dire, OK, qu'est-ce qui va pas pour vous autres? Et pour vous autres, qu'est-ce qui va? Puis nous autres, la compagnie, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster le projet? Actuellement, GNL, là, ils l'ont déjà fait, ça. Hein? Ouais. Ils ont déjà déplacé dans les plans initiaux, si je me souviens bien, ils ont déjà déplacé le positionnement de l'usine en question pour être capable qu'elle soit moins visible. Ils ont déjà fait des aménagements. Ils ont déjà écouté, ils ont déjà fait ça. Sauf que le problème dans l'acceptabilité sociale, c'est quoi? C'est d'être capable de prendre les extrêmes qui s'opposent, d'être capable de les ramener vers un centre pour l'atteindre, cette acceptabilité sociale-là. Et ça, là, c'est un des problèmes, à mon avis, dans ce projet-là, c'est que les opposés, l'opposition, elle est trop sur ses positions. Donc, comment tu veux négocier? Tu sais, t'arrives, là, je sais pas, moi, tu te sépares demain matin, là, puis madame, elle veut pas négocier avec toi, puis là, t'es obligé de passer par un médiateur. Là, t'auras pas le choix parce qu'il y a des règles légales alentour de ça. Mais son opinion, elle changera pas sur toi du jour au lendemain. Là. C'est comme Sylvain Godreau, son opinion ne changera pas comme ça du jour au lendemain non plus. Exactement. Puis, tu sais, parlons-en de Sylvain Godreau. Oui, parlons-en de Sylvain Godreau, oui. Ah oui, vas-y.
Non, mais ça fait un bout qui, tu sais, il se présente contre le projet, mais tu sais, moi, je suis pas contre le projet, puis je sais qu'actuellement, le projet, il est en situation très problématique de réalisation. Oui, effectivement. Donc, fait que depuis un bout, là, s'il était bien fidé, là, il sait déjà que le projet, il y a 90-95% des chances qu'il se réalisera pas à cause du financement. Oui, mais Benoît, je vais te dire une chose. En tout cas, au moins, on a beau dire ce qu'on veut, puis moi, je suis le premier à dire que Sylvain Gaudreault, il fait dur dans ce dossier-là, là. Mais en tout cas, au moins, il est fidèle à ses convictions. Au moins, il s'est tenu debout du début à la fin. Il y en a d'autres qui ont changé d'idée en cours de route. Comme, garde, Dominique Anglade. Tu peux pas avoir un meilleur exemple. Un girouette politique dans ce dossier-là. Dominique Anglade, best number one. Ah, écoute, mais Sylvain, là, lui, dans son cas, il est égal à lui-même, puis il fait bien ça, dans le sens que il va avec des convictions, mais il fait quand même de la politique sur ce projet-là. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, là, il va pousser à politique, puis là, tu sais, justement, avec ses sorties dans le journal encore, là, le retrait, le ci, le ça, soyons lucides, là. Tu sais, si le projet se fait pas, c'est pas à cause des arguments environnementaux, là. C'est un argument financier pourquoi que le projet se fait pas. Voilà. Ce sera pas parce que là, le BAP, il a été négatif, là. Le rapport du BAP, il est très mitigé, là. Tu sais, il est très, ils ont des gros devoirs. Mais le premier devoir, je vous le rappelle, ce matin, en date du 26 mars, c'est le financement de ce projet-là. As-tu entendu le commentaire de Ghislain Harvey dans l'entrevue par rapport à GNL hier, ce qu'il a dit? Il dit, André, m'a te dire une affaire. Il dit, si Saguenay avait eu un maire digne de ce nom, mettons que Jean Tremblay aurait été là, ou que Régis Labaume aurait été maire de Saguenay, tu peux être sûr d'une chose, GNL se ferait. Il aurait pas profité. Puis lui, il voulait pas le dire de même, mais il aurait pas profité. Ce qu'il voulait dire, c'est que les auteurs, les acteurs politiques de la région qui étaient contre le projet n'auraient pas profité de la non-position de José Néron dans ce dossier-là pour prendre autant de place sur la scène publique. C'est ce que Ghislain Harvey a dit. Puis dans cette prise de position-là, je suis obligé de lui donner raison. Mais écoute, c'est sûr que la personnalité politique que Jean Tremblay avait et ce qu'il a représenté pendant ces années de règne, en guillemets, dans des sujets économiques, dans ces situations-là, c'est sûr qu'il prenait position puis il allait pour le monde. Il savait très bien que lui, là, ce qu'il veut, c'est les taxes, là, il veut être capable d'avoir des revenus pour la ville. Puis à un moment donné, ce qui l'a amené autant au pouvoir que ça, ou puis qui était aussi fort, c'était pas des positions environnementales. Là. Puis là, je dis pas que je suis contre l'environnement. Au contraire, il faut s'en préoccuper. Là, c'est notre avenir de maintenant et l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants. Mais lui, dans ses types de positions, c'est exactement ça. C'est que lui, il veut le mieux pour sa ville. Par contre, est-ce qu'il se serait battu assurément parce que c'est un lion, tu sais, Jean Tremblay, c'est un gars de projet, c'est un gars qui, ça a bougé là durant son règne, et c'est un peu d'ailleurs le clash qu'on voit actuellement. Écoute, on arrive à la fin de mandat sans tomber en politique municipale. Puis, on peut pas dire qu'il y a eu des grandes choses. Par contre, on a eu de la consultation, par exemple. Ouais, si on est chanceux, là, on va avoir peut-être une pelletée de terre, le Soccer Dome, d'ici la fin du mandat. Peut-être. Hey, Exactement. On doit arrêter là-dessus. On va se quitter, Benoît. Mais juste avant, pour finir, Benoît, tu disais, faut regarder ça intelligemment pour l'environnement. Justement, faut regarder ça intelligemment. Est-ce qu'on refuse un projet qui peut être fait ici relativement pour le mieux pour l'environnement ici, ou t'envoies ça en Arabie Saoudite où ça va être runné avec du pétrole puis ça va polluer full pin puis il n'y aura pas de loi? Écoute, poser la question, c'est d'y répondre en quelque sorte. On a des règles au Québec là, pour protéger l'environnement. Puis, j'ai entendu le ministre Benoît Charette là-dessus. Puis, écoute, la position semble très, très claire de la part du gouvernement par rapport à ça. Ils veulent pas faire de compromis sur l'environnement. Hein, ça mais il faut que le projet ait été démontré, puis il faut qu'il y ait eu des devoirs faits par l'entreprise. C'est sûr que ces contraintes-là, c'est pas évident pour les promoteurs d'un projet, là, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, faut qu'ils s'ajustent. Ça coûte de l'argent, ça augmente justement. Ça change tout le montage financier du projet, mais c'est ça faire des projets au Québec. Puis on est une province de ressources naturelles. On peut-tu se protéger quand même? Déconnecte-toi pas tout de suite parce que oui, on termine la chronique, mais j'ai quelque
quelque chose à vous faire jouer, puis je veux que tu l'entendes pendant que tu es en ligne avec nous. Une parodie ou une petite chansonnette sur GNL que Ewick cover, notre DJ, notre animateur ici de Destination New Country et co-animateur du retour avec Dominique en fin de journée. Ewick a conçu une petite chansonnette sur le dossier de GNL. Alors, et je pense que Pat et Dominique... Nous autres, on a juste fait des bacs vocales, on n'a pas entendu les paroles. Vous n'avez pas entendu On la n'a chanson? aucune idée c'est quoi. OK. Alors, mon cher ami Benoît, on va te souhaiter une excellente journée, puis au plaisir la semaine prochaine. Excellent. Reste là, débranche-toi pas, parce que je veux que tu entendes comme nos auditeurs. Voici en exclusivité ce matin la chansonnette de DJ Ewick avec les chœurs de Pat et de Dominique, mais qui n'ont pas encore entendu le produit fini. Voici ce que ça donne sur GNL. Mais je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas, poussez-vous nous v'là. Je lâche pas, ensemble on va gagner. Je lâche pas. Ensemble on va gagner. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas, poussez-vous nous v'là. Je lâche pas, ensemble on va gagner. Je lâche pas. Alors, c'est ce qui complète notre 11e épisode. Merci d'avoir été là. Merci à la gang Deschênes, André Deschênes et toute son équipe pour ce moment de radio magnifique de ce matin. Et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu de Ben Lala, entre autres, on a notre page Facebook, Ben Lala Balado. Vous pouvez aller cliquer j'aime pour nous suivre et également aller consulter notre site web benlala.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye!